Bonjour Romain. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes thérapeute et enseignant en méditation. Comment en êtes-vous arrivé là? Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, pour moi, déjà, je vais parler un petit peu de moi. C'est assez rare que je parle de moi et j'ai envie de parler un petit peu de moi. Et quel type d'enfant j'étais, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui nous regardent qui peuvent se reconnaître aussi dans ma typologie en tant qu'enfant. Et moi, j'étais plutôt un enfant qui était dans son monde, qui était dans sa bulle, déjà très jeune. Parce que je ne me retrouvais pas forcément dans ce qu'on me proposait en termes d'expérience sur Terre, que ce soit avec les parents ou que ce soit dans le milieu scolaire lorsque j'allais à l'école, lorsque j'étais petit en fait. Donc c'était pour moi assez compliqué. Déjà à l'école, parce que je ne comprenais pas vraiment ce qu'on me demandait à l'école. Ce qu'on me demandait de rester assis pendant 7 heures sans bouger, sans parler. Bon, à l'époque, on n'avait pas de masque, mais maintenant, c'est, je pense, encore pire. Mais voilà, je devais rester assis, sans bouger, sans parler, à écouter tout un tas de choses que moi-même, je ne comprenais pas vraiment tout à fait, en fait. Et donc j'avais sur mes appréciations de bulletins de notes ou de contrôle, etc. J'avais souvent est dans la lune, n'est pas présent, est absent, n'est pas là, rêvasse, est sur son nuage, etc., etc. Et je me rendais compte qu'en fait, lorsque moi j'allais, et peut-être même je pourrais dire que l'expérience méditative a commencé à ce moment-là, c'est que comme moi je refusais ce qu'on me proposait en termes d'apprentissage, parce que le système ou le modèle ne me convenait pas, et ben je partais sur ma planète et puis j'allais aussi méditer quelque part. C'était une forme de méditation, de partir dans mes rêveries, puisque je partais ailleurs. Mon corps était à un endroit, mais mon esprit vagabondait ailleurs. Aussi jeune déjà. Oui, oui, et c'était pour moi déjà une expérience de méditation, puisque je ne comprenais pas ce qu'on me demandait à l'école, et sans arrêt, je m'évadais sur un autre plan, en fait. Ça n'était Et pas, il faut comprendre aussi que... excusez-moi, je vous coupe, Il faut ça comprendre. n'était pas une forme d'autisme? Non, je n'étais pas autiste. C'est juste Non. que chaque enfant agit différemment selon son comportement. Hein, il y a des enfants qui vont bien rentrer dans le moule qu'on leur propose, et ça dépend de leur tempérament. Et puis il y a des enfants qu'on dirait plutôt indigo. C'est plutôt indigo que autiste, je dirais. Mais D'accord. effectivement, ces enfants-là ne veulent pas forcément rentrer dans un moule et ne veulent pas s'adapter. Et moi, même si j'étais calme et très posé dans mon coin, je ne voulais pas aussi m'adapter. J'étais un résistant à la force tranquille quelque part. Et on se rend compte que l'enfant, en fait, il est kinesthésique. Donc l'enfant, il apprend avec le corps. Il apprend aussi avec un système qui est le sien, qui s'appelle le jeu. Et le jeu est un système d'apprentissage. Et rapidement à l'école, effectivement, on vous dit, ah non, maintenant tu es grand, il faut arrêter de jouer. Hein. Comment on peut supprimer ce système d'apprentissage à l'enfant alors que c'est un système d'apprentissage naturel, le jeu. Si vous prenez un adulte qui n'a jamais été à l'école, c'est un adulte qui continue à apprendre à travers le jeu. Hein. Et bien sûr, Ouais. les sociétés se cramponnent bien au système éducatif actuel parce que c'est là où on va modeler, où on va favoriser un certain état docile chez l'adulte et dans les sociétés plus tard. D'accord. Alors, donc, vous organisez une retraite du 1er au 9 avril dans la belle région de l'Occitanie, tout proche de Cahors.
Que va-t-il se passer alors Euh, durant cette méditation, cette juste retraite? pour continuer par rapport à mon chemin spirituel, parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé uniquement par rapport à l'école. Et peu après, Mhm. en fait, moi, en fait, je me suis dirigé vers une direction qui était la cuisine, en fait. Uh-huh. Bon, c'était à la sortie du collège, je ne savais pas vraiment quoi faire et on m'avait proposé donc la restauration, qui est un petit peu une voie de Mhm. garage pour beaucoup de gens d'ailleurs. Et donc, j'ai voyagé à ce moment-là. J'ai été dans différents pays. J'étais en Belgique dans un premier temps, suite à mon BEP et bac pro de cuisine, donc en Belgique et puis aussi en Angleterre. C'est vrai que dans ces pays-là, bon, j'étais très absorbé par le travail, bien sûr, en tant que cuisinier, mais aussi par la vie tumultueuse que les villes apportent, beaucoup, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, hein, à faire la fête et à avoir des dépendances qui commencent à s'inscrire, qui commencent à se cristalliser à différents niveaux par rapport à cette vie un peu de déchéance quelque part, hein. Et notamment la méditation nous aide à sortir des systèmes d'addiction. Et par la suite, D'accord. à l'âge de 22 ans, alors que j'étais dans une free party, donc une soirée techno, à l'époque où j'étais très activiste, j'étais très engagé dans le milieu à Londres. Euh, Mhm. j'ai fait une MDE pendant cette expérience. Et cette expérience de MDE, en fait, m'a réveillé au fait que je dormais profondément en fait sur Terre, et que cet enfant en fait qui rêvassait, qui était sur son nuage, il a vécu cette expérience de MDE. MDE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Near Death Experience, expérience de mort imminente. Donc, il y a Mhm. une mort vraiment clinique du corps, et on fait l'expérience en fait d'aller dans un espace qui est de l'ordre de l'au-delà, en fait, qui est le monde des morts, où Mhm. effectivement on a vraiment cette expérience de béatitude, cette expérience extatique qui est très spirituelle, et de légèreté en fait, hein, parce que quand on touche la mort de cette manière-là, on se sent très, très léger, on se sent très, très bien en fait. On n'a pas vraiment envie de revenir dans cet état du corps vivant en fait et dans notre vie physique. Et donc j'avançais en fait dans un tunnel où il y avait énormément de gens. Et Mhm. ces gens-là, en fait, j'avais le sentiment vraiment de les connaître. J'avais vraiment le sentiment de les connaître, qu'ils étaient proches de moi. Alors, je voyais des gens qui arrivaient quelque part, et il y avait des gens qui repartaient, en fait. Et j'avais le sentiment vraiment qu'il y avait des gens qui, en fait, se désincarnaient, donc qui étaient dans le couloir de la mort, et dans le couloir aussi de l'incarnation. Mais ce couloir, c'était le même. Et les gens se croisaient comme ça en permanence. Enfin, les gens. Les avez-vous reconnus? Plus des esprits en fait, hein. C'était plus Ah. vaporeux, très très blanc, et c'est vraiment un espace où je me sentais très très bien en fait, hein. C'est un espace où Mhm. il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de paix, beaucoup de calme, hein. Contrairement à l'espace où je me trouvais 5 minutes auparavant, qui était l'espace de la fête et l'espace du bruit et de la musique en fait, qui est très forte. Donc Mhm. effectivement, enfin, le changement, le, euh, le paradigme, pour tout dire, a vraiment été très très fort en termes de changement à ce moment-là. Mhm. Quand je suis revenu dans mon corps, c'est là où les choses, on va dire les choses les plus challenge, les choses les plus challenging, les plus difficiles quelque part, ont commencé pour moi. Le fait de me réapproprier mon corps, hein, parce que quand on fait une expérience de mort imminente, ce qui se passe aussi, c'est que on quitte le corps, mais aussi le corps, il faut pouvoir y revenir, hein. Et ça, Mhm. Ouais. c'est tout un processus pour moi. Donc la NDE ou la mort imminente, en quelque sorte, c'est juste une petite expérience comparée à l'expérience qui nous attend derrière pour nous réapproprier mon corps, pour nous réapproprier notre corps. Et puis après cette expérience, je me suis dit, ah, mais il faut que je change tout dans ma vie, il faut que je reprenne mes études, il faut que ceci, cela. Et c'est vrai que je suis retourné à ce moment-là en France. J'ai été dans un IRTS, qui est une école où on forme des éducateurs spécialisés.
Mhm. Et je suis devenu donc éducateur spécialisé. Et j'ai travaillé notamment avec des enfants à la protection judiciaire de la jeunesse. À l'époque, c'était des foyers fermés et des enfants qui étaient en centre de placement immédiat. Donc, ils sortaient de la prison pour mineurs et pendant 3 mois, en fait, ils devaient mettre quelque chose en place pour pouvoir dire, bah voilà, je m'en sors dans la vie et puis je vais mieux et puis ils réintégraient une sociabilité dans leur vie plus concrète après. Mhm. Donc, il y avait eux, il y a eu aussi des polyhandicapés. Donc, dans le monde du handicap aussi, qui est beaucoup le monde du toucher, le monde du non-verbal aussi, c'est très fort aussi au niveau énergétique d'être avec des enfants handicapés ou des jeunes adultes handicapés. Et puis, il y a une période Mhm. aussi où j'étais avec des autistes. Euh, et c'est la plus longue période que j'ai fait en tant qu'éduc, en fait, je pense, en travaillant avec des autistes. Et puis rapidement, Mhm. en fait, je voyais les limites du secteur social. En fait, j'ai voulu moi-même, je faisais une psychothérapie pour moi-même à ce moment-là. Et j'étais tombé amoureux en fait du métier de ma psychothérapeute. Et à travers elle, je me suis découvert. En fait, je me disais ah mais c'est ça que je veux faire. Ça me plaît. En fait, il y avait un Mhm. sentiment de liberté parce que dans le secteur social, on voyait rapidement en fait les limites de l'accompagnement social envers les personnes. Et pour moi, il me manquait un petit peu une pièce au puzzle à ce moment-là. Donc voilà. Et après, voilà, je me suis développé en tant que thérapeute et j'ai commencé assez rapidement. En fait, les premières expériences pour moi ont commencé par des retraites de méditation. Des retraites exactement un petit peu comme je vais proposer là au mois d'avril. Ce que nous proposons là au mois d'avril, c'est le programme toute la journée, il y aura différents types de méditation. Ce seront toujours des méditations ou des relaxations allongées, mais il y aura aussi bien des méditations dynamiques que des méditations passives avec mouvement ou passives assises ou des méditations allongées en relaxation pour vraiment aller vers la guérison des mémoires cellulaires. Et puis, j'amènerai aussi beaucoup d'instruments là-bas pour faire des bains sonores pour vraiment que la guérison se fasse au cœur de la cellule et que les gens puissent réinformer réellement leur système cellulaire. Mhm. Et ça fait combien de temps donc que vous êtes dans ce métier-là? Maintenant, ça fait 20 ans, 20 ans bientôt, 19 Une ans. vingtaine d'années. D'accord. 19 ans, D'où cette ouais. c'est mon développement personnel en tant que être spirituel et que j'ai commencé à méditer. Et ça fait à peu près Mmh. 10 ans maintenant que j'accompagne les gens dans différents types de méditation lorsque je les ai en consultation avec moi ou lorsque je fais des groupes, soit en constellation familiale, soit en tantra. Mmh. La plupart du D'où cette organisation de retraite en méditation qui se déroulera du 1er au 9 avril dans la région de l'Occitanie, c'est ça? Et tout proche de Cahors. Donc, que va-t-il se passer durant cette retraite et que pouvons-nous attendre d'une personne qui, par exemple, veut retrouver confiance en elle, qui n'a jamais eu confiance en elle ou à la vie ou en Dieu, si vraiment, voilà. Que pourrons-nous attendre de cette retraite? Déjà, l'objectif pour chacun pendant cette retraite, c'est vraiment de lâcher l'espace du mental, l'espace de la confusion, l'espace où, en fait, souvent, on va entendre une voix, deux voix, trois voix, quatre voix, où il y a beaucoup de monde, en fait. Comme on dit en anglais, le monkey mind, hein, c'est le petit singe qui est à l'intérieur, là, qui piaille et qui juge les choses et qui euh, en fait, juge les gens ou juge les situations en permanence. Tant que nous Mhm. restons sur l'espace du mental, nous ne pouvons pas réellement connecter avec notre âme. Parce que l'âme en nous, elle ne va pas se rebeller. Par contre, le mental se rebelle beaucoup. Mais l'âme, elle va attendre sagement que vous ayez pu, en fait, apaiser l'espace du mental, donc du cortex, qui lui, souvent, est bel et bien énormément saturé, en fait. Euh,
Et en fait, tant qu'on reste dans l'espace du mental, on ne peut pas écouter la voix de l'âme. Parce qu'elle attend sagement en fait, qu'on revienne dans le corps. Hein. Il faut bien comprendre que l'âme, elle ne se trouve pas ailleurs que dans notre corps. Hein. Et Oui. la cellule, au cœur de la cellule, c'est l'atome. Et l'énergie Hum, atomique qui est au centre de la cellule est l'essence même du divin en nous. Or, si on est énormément coupé du moment présent, donc coupé des sensations du corps, on est beaucoup dans le mental. Le mental sature énormément en fait. Et on ne peut pas vraiment réaliser et comprendre qui l'on est véritablement sur l'espace de notre incarnation. Hein, parce que Thierry, votre âme, elle a incarné ce corps ici et maintenant. Elle a aussi un désir de réaliser cette expérience en tant qu'âme, hein, et non pas en oui. tant qu'être humain sur Terre, parce que nous sommes profondément des êtres spirituels sur Terre. Mais c'est à nous de faire descendre cette énergie spirituelle sur Terre. Hein. Beaucoup de Mhm. gens pensent que pour devenir spirituel, ils doivent ne pas accepter leur vie, que souvent, en fait, ils n'aiment pas ici sur Terre. Donc, ils pensent qu'ils veulent quitter la matière pour aller se percher, excuse-moi le terme, mais pour aller se percher sur un plan beaucoup plus non incarné, en fait. Et quand ils font ça, quand ils font cette expérience énergétique, ils quittent le corps. Donc ils quittent le Hum, moment présent, ils quittent les expériences sur Terre. Mais si nous nous sommes incarnés sur Terre, c'est pour vivre une expérience d'abondance sur Terre. Hein. Si vous regardez autour hum, de vous, hein, qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Eh bien, il y a de la matière. Hein. Et nous sommes ici sur Terre pour expérimenter la matière. Hein. Et tant que nous ne mhm. comprenons pas la matière, nous ne comprenons pas que nous pouvons rendre nous-mêmes la matière spirituelle. Hein. C'est une partie de notre expérience qu'on doit vivre ici sur Terre. Hein. Comprendre la matière. Parce que nous créons en permanence de la matière. La D'accord. pensée est pure matière. Elle est pure matière non incarnée. Mais au fur et à mesure d'accumuler une seule et même pensée, alors à ce moment-là, on peut véritablement incarner la matière, hein, et rapidement Hum, manifester tout ce qu'on désire dans notre vie. Hein. Et c'est aussi une partie de la retraite que je propose. C'est pas seulement des méditations, mais c'est pouvoir modeler à nouveau l'esprit tel que nous le désirons. Hein. Et lorsqu'on va hum, connecter spécifiquement avec qui nous sommes au cœur de notre être, et que nous définissons, par exemple pour vous, Thierry, vos désirs en termes de réalisation ne sont pas les mêmes que les miens. Hein. Et c'est pour ça que chacun de nous doit aller vers sa spécificité. Et tant qu'on hum. reste sur le plan du mental, ou qu'on va juste aborder légèrement les désirs de l'âme, on n'est pas assez spécifique. Donc on ne peut pas véritablement vivre une vie de bonheur en fait en permanence sur Terre. Hein. D'accord. Dans cette retraite, on ira vraiment vers la spécificité de qui nous sommes. Hein. Et ça se passera. Ça se passera au fur et à mesure des programmes, au fur et à mesure des journées, en fait. Hein. Et le soir, D'accord. il y a le bain sonore, où moi, je jouerai différents instruments pour vraiment aller guérir tout ce qui s'est passé dans la journée et vraiment aller dans cet état de relaxation et de paix et de calme intérieur grâce au son. Parce que le son a un Mhm. potentiel de guérison juste immense. Hein. Et puis après, il y aura les enseignements du soir pour le lendemain. Donc chaque jour, il y a les enseignements du soir pour le lendemain, hein, en Pour se fonction, préparer. voilà, pour se préparer, la description des méditations spécifiques que le lendemain on va faire. Mhm. Et il faut bien comprendre que c'est une retraite en silence. Hein. Donc pendant 9 jours, vous n'êtes pas focalisé du tout sur l'extérieur. Hein. Vous êtes uniquement focalisé sur vous-même. Donc vous restez en silence. Mhm. Voilà. Donc, les téléphones portables, les ordinateurs, c'est exit. Aucune communication avec l'extérieur. Donc, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, pas d'écriture, pas de lecture, juste vous avec vous-même. Hein. Et pour la majorité des gens, vivre une telle expérience n'arrive jamais, en fait, en réalité, dans notre vie. Parce qu'on est tout le temps dispersé sur l'extérieur, on est tout le temps en train de faire. Exactement. On n'est jamais dans Oui. un état vraiment de retraite intérieure. Hein. Mm. Et c'est vraiment cet état-là de trouver l'odyssée, en fait. Hein. Et cette odyssée,
c'est vraiment ce chemin intérieur qu'on peut faire chacun de nous, hein. Et chaque participant à la retraite va vraiment pouvoir incarner cet espace en lui et comprendre qui il est véritablement dans sa véritable profondeur. Ouais. Donc, vous avez appelé cette retraite l'Odyssée du ressourcement. Voilà. Donc, pour quelle raison? Quel est le symbole derrière ce nom et le concept? C'est effectivement l'Odyssée du ressourcement. Pourquoi? Parce que l'Odyssée, c'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est carrément, c'est un petit peu la quête du Graal, hein. Donc, chaque participant va aussi aller vers cette quête du Graal en lui, hein. Et quand vous êtes dans l'Odyssée, en fait, c'est comme si vous étiez dans, dans une voie. Vous êtes dans la voie, vous êtes dans un tunnel. Et ce tunnel, en fait, vous amène vers un état de ressourcement. Alors, le mot aussi ressourcement est un peu en lien avec la source, hein, la source divine en nous, Dieu. Alors, lorsque je dis le mot Dieu, ça n'a rien de religieux, hein. Il faut bien comprendre que Ouais. Dieu est omnipotent, omniprésent, et il est omniscient aussi. Il est partout, à chaque endroit et à chaque instant, hein. Il est pure énergie, hein. Il est pure énergie incarnée ici sur Terre, hein. Et c'est vraiment ça, Dieu, hein. Euh, et d'ailleurs, je veux faire un pont sur la glande pinéale, hein. Nos glandes sont juste merveilleuses. Et dans la glande pinéale, il y a la diméthrine tryptamine, qui est en fait cette substance très très spirituelle que lorsque vous méditez, en fait, vous augmentez le taux de DMT dans votre glande pinéale, hein. D'ailleurs, la glande pinéale, elle est représentée soit par un ananas, elle ressemble à un ananas, elle ressemble aussi à un avocat. Et il y a beaucoup d'images en fait dans la nature qui ressemblent à la glande pinéale. Et la glande pinéale, c'est vraiment une glande extraordinaire parce qu'elle est aussi logée au niveau du 7e chakra, hein, du Sahasrara. Et on va énormément, pendant cette retraite, aider la Kundalini à s'éveiller. Alors que les gens qui ont des croyances limitantes liées à la Kundalini ou des peurs liées à la Kundalini, qui les laissent un instant de côté, hein. Éveiller sa Kundalini, c'est tout à fait naturel. Et c'est même conseillé. Depuis des millénaires et des millénaires, en Inde, c'est dans toutes les traditions hindoues, les traditions bouddhistes, les traditions indiennes, et éveiller sa Kundalini, c'est quelque chose de naturel, hein. Et ça n'a jamais été dangereux d'éveiller sa Kundalini. Je vais juste D'accord. ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud et j'arrive. Mais il faudrait juste être accompagné, j'imagine, pour. Alors, effectivement, lorsqu'on éveille la Kundalini chez les personnes, il faut qu'elle soit accompagnée correctement, hein. Au début, le corps agit d'une certaine manière parce que pour lui, c'est nouveau, hein. Donc, il y a des nouveaux canaux d'énergie qui s'éveillent. Mais tout le programme est fait de telle sorte qu'on va faciliter, en fait, que cette énergie puisse s'éveiller, hein. Et c'est le fruit de mes recherches depuis plus de 20 ans sur comment permettre aux gens d'atteindre vraiment un état d'éveil pendant cette retraite, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la retraite est focalisée sur 9 jours, parce que c'est le temps imparti, c'est le temps nécessaire et suffisant pour pouvoir vraiment impacter suffisamment notre réalité pour incarner le nouveau soi, en fait, le nouveau moi, hein, et vraiment pouvoir incarner qui nous sommes véritablement. Et donc, on va aussi dans une guérison profonde, non? Si je le proposais, par exemple, 3 jours, ce ne serait pas suffisant. Les personnes ont une expérience beaucoup trop petite à comparer d'une expérience de 9 jours qui va vraiment leur permettre de changer de paradigme. Et ce n'est pas seulement pendant cette retraite,
seulement pendant l'Odyssée du ressourcement qui vont pouvoir le faire, c'est aussi au-delà. Hein, qu'ils puissent mettre en place, comprendre à quoi réellement sert la méditation, pour ainsi dire, les convaincre à continuer à s'engager dans une pratique spirituelle au-delà de cette expérience de 9 jours, bien sûr. Et que ça puisse, bien sûr, durer toute leur vie. Hein. Lorsque nous passons du karma au dharma, hein, tant que nous sommes dans l'énergie karmique, nous sommes dans un état très bas énergétiquement. Hein. Lorsque nous sommes dans l'énergie du dharma, alors nous réalisons pleinement qui nous sommes. Et lorsqu'on réalise à ce moment-là qui nous sommes, on va aussi impacter suffisamment notre réalité pour créer cet espace en fait divin dans notre vie, dans notre réalité matérielle et dans tous les gens qu'on croise, tous les gens qu'on connaît. Alors on maîtrise beaucoup mieux la loi de cause à effet et la loi d'attraction. D'accord. Et comment pouvons-nous utiliser la méditation au quotidien après cette retraite? C'est toujours une question d'engagement, hein, et c'est ce que je dis aussi à mes consultants. Hein. Lorsque vous avez une to-do list à faire, vous avez une liste de choses à faire. Si la méditation elle est en haut de la liste, vous avez beaucoup de chances de pouvoir le faire. Si vous avez mis la méditation en bas de la liste, il y a peu de chances effectivement que dans votre journée, vous puissiez caser votre pratique spirituelle. C'est clair. Donc, au début, si vous voulez, peut-être on va mettre peu de temps et puis peu à peu, quand on voit les bienfaits de la méditation, on va aussi augmenter la durée. De toute façon, il faut bien comprendre que lorsque vous êtes sur un chemin de pratique spirituelle quotidienne, vous voyez tellement de résultats dans votre vie matérielle, dans votre vie quotidienne, chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, dans votre bien-être, dans votre clarté au niveau mental, dans votre relation avec les autres, dans votre relation avec votre famille, dans votre relation avec votre partenaire, dans la relation avec vous-même. Hein. Vous aimez tellement et véritablement et profondément que vous avez confiance en vous, en fait. Et le fait de s'aimer nous amène confiance en nous. Hein. Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la confiance. Hein. Mais souvent, on parle de confiance. Hein. Mais les gens qui n'ont pas confiance, ce sont avant tout des gens qui ne s'aiment pas. Donc, il faut apprendre à s'aimer. Hein. Et pendant cette retraite de 9 jours, vous allez vraiment comprendre comment vous pouvez vous aimer véritablement et profondément. Parce que l'amour en soi, c'est un état d'être permanent, c'est un état d'observation permanent. C'est un état le terme anglais, c'est awareness, to be aware. Hein. Donc, c'est vraiment d'observer, de s'observer de hauteur. Où est-ce que je suis? À quoi je pense? Est-ce que c'est utile pour moi? Parce que dans notre vie, tout dépend de nos choix. Hein. Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Pour la plupart des gens, lorsque je dis ça, ils vont me dire oui, mais c'est tellement simpliste que tu dis que c'est complètement impossible. Oui, c'est en fait tout ce qui se trame un peu au-delà de la scène, en fait, hein, behind the scene, de scene. Ce qui se passe, c'est que ce sont nos addictions, par exemple, qui vont nous impacter. Ce sont nos croyances limitantes. Ce sont notre ego. Hein, et comprendre que l'ego, en fait, c'est l'identification à nos émotions négatives. Tant qu'on s'identifie à nos émotions négatives, nous sommes dans l'ego. Mais nous ne sommes pas l'émotion négative. Hein. Nous sommes l'expérience de l'être. Nous sommes l'expérience de l'âme, avant toute chose. Donc effectivement, il y a un certain engagement lorsque vous êtes dans un chemin spirituel. Mais cet engagement est tellement minime en réalité par rapport aux résultats qu'il vous apporte. Et en réalité, ce que j'aime apporter dans mon concept, c'est nous sommes constitués de trois grandes parties en fait, qui est l'âme, et je commence par l'âme parce que l'âme est notre véritable soi. L'âme, le corps et l'esprit, ils sont indissociés. S'il y en a un des trois qui est dissocié des autres, on ne peut pas vivre une expérience parfaite dans notre vie. Alors parfait, ça aussi c'est pareil. Beaucoup de gens vont me dire oui, mais on ne peut pas être parfait.
Tant que vous pensez que vous ne pouvez pas être parfait, vous allez rester imparfait. Tant que vous pensez que vous êtes parfait, vous allez aller vers la perfection. Hein. Donc, c'est aussi intégrer pendant ces 9 jours un esprit optimiste. Hein. Beaucoup de gens ont des difficultés à intégrer une vie optimiste dans leur vie. D'accord. Donc, Mais justement, la clarté et la maîtrise des pensées et le focus seront des points essentiels durant cette retraite. Merci, je vous laisse. d'accord. Non, mais justement, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se cherchent, qui cherchent la pensée positive, la confiance en soi, cet éveil spirituel, mais n'y arrive toujours pas. Alors, en quoi la retraite pourrait lui être bénéfique, puisque déjà que pendant des années, ils se sont cherchés, n'ont pas trouvé. Bah, comme je disais juste avant, hein, c'est avant tout la durée, en fait. Il faut bien comprendre que si vous voulez des résultats dans votre vie, c'est la durée pendant laquelle vous allez vous engager sur un chemin ou sur un objectif ou sur un focus qui va vous amener des résultats. Tant qu'on reste dispersé, confus, qu'on n'arrive pas à faire nos choix, on ne peut pas espérer de résultats en fait. Parce qu'un jour, on va décider de faire ça, et puis on se lance dans ce domaine-là. Et finalement, on se rend compte que ce n'était pas vraiment ça. Mais on va quand même continuer. Donc, on est malheureux. Donc, à la finale, on fait ça pour rien. On perd du temps, on perd de l'énergie, on perd des années, on perd ceci, on perd cela. Et on est dans l'espace de manque permanent, en fait, parce qu'on n'est pas heureux. Et finalement, on a étudié pendant 5 ans, pendant 10 ans pour ça. Et finalement, on n'est pas heureux à faire ça. Ouais. Et plutôt que de se dire, OK, quelle expérience véritablement je veux vivre, et pendant ces 9 jours de retraite, vous allez vraiment identifier quelle est votre vocation. Quand vous trouvez votre vocation, mais vous vous amusez. Par exemple, si c'est le domaine professionnel, lorsque vous trouvez votre vocation, vous arrêtez de travailler, vous commencez à vous amuser. Hein. Et lorsque vous commencez à vous amuser, en fait, vous vivez tout simplement une vie de bonheur, puisque vous êtes redevenu cet enfant dans ce corps d'adulte, en fait. Hein. Et c'est vrai que beaucoup de gens que j'accompagne, souvent je leur dis, mais en fait, moi, tout simplement, tout ce que je vais faire, c'est vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Hein. Et véritablement, en tant qu'adulte responsable, devenir responsable de ses émotions, hein, beaucoup de gens, en fait, ne comprennent pas leurs émotions. Et souvent ne sont pas responsables de leurs émotions. Et pensent que l'extérieur, les gens, les situations, les gouvernements, ceux-ci, sont responsables de leurs problèmes. Hein. Et tant qu'ils restent dans cet espace-là, ils restent dans l'espace de victime. Une victime, qu'est-ce qu'elle attire dans sa vie? Des bourreaux. Hein. Et c'est tout le temps victime, bourreau. Alors parfois, il y a le sauveur qui va venir aussi. Hein. Parfois, on veut sauver les autres. Alors que nous-mêmes, on ne sait pas réaliser consciemment, en fait. Et on trouve plus sympa, plus facile de sauver les autres que de se sauver soi-même. Exactement. Ouais. J'avais une question qui me venait en tête, mais ça va me revenir. Je l'ai plus en réalité, si vous êtes heureuse, si vous êtes joyeuse, lorsque vous êtes avec les autres, vous allez les amener dans ce vortex. Hein. C'est ça qui va les contaminer. Et en fait, à la finale, vous êtes juste ici sur Terre pour être heureuse et pour vous amuser. Hein. On n'est pas là, on n'est pas sur Terre pour se prendre la tête, on n'est pas là pour stresser, on n'est pas là pour déprimer. Ça, c'est l'espace de l'ego, justement. Hein. C'est l'espace de la négativité, c'est l'espace de la confusion, c'est l'espace des colères, c'est l'espace des peurs et de toutes des rancunes, etc. Hein. Mais c'est pas l'expérience que l'âme veut vivre, puisque l'âme, elle est profondément dans l'espace de joie et d'amour inconditionnel. Mais si nous-mêmes, avec notre libre arbitre, on n'arrive pas à connecter avec cet amour et cette joie permanente, on reste ailleurs en fait. Et quand on est ailleurs, on ne peut pas être là. D'accord. Et donc, concernant les débutants en méditation, qui ne vont pas dans les retraites, mais qui utilisent un peu ce qu'ils voient sur Internet, un petit peu par-ci, par-là, est-ce que c'est dangereux? Faut-il toujours être accompagné? Il y
il n'y a pas véritablement de danger à partir du moment où ce qu'on écoute, ou ce qu'on regarde, ou ce qu'on suit, maintenant, peu importe, est positif et nous amène une expérience bénéfique, en fait. La différence entre une méditation guidée et une méditation silencieuse, même si je vais les guider, bien sûr, mais une fois que les gens les auront appris, ils vont les faire en silence, en fait. Hein. Mais la différence entre une méditation guidée et une méditation en silence, c'est qu'il y en a une où vous êtes dépendant et l'autre où vous êtes autonome. Hein. Comprenez bien Exactement, c'est vrai. que vous restez dans des méditations guidées, vous n'êtes pas toute la journée avec un headphones, avec des écouteurs, en train d'écouter votre méditation guidée. Vous avez autre chose à faire dans votre journée, dans votre vie. Hein. Or, tant qu'on est dans la méditation guidée, bah, tout se passe bien, mais en fait, ça rend un petit peu l'esprit sur certains aspects feignant, en fait. Hein. Exactement, c'est vrai. Il attend de recevoir quelque chose de l'extérieur. Parce que nous avons tout en nous. Hein. Et la différence entre faire une méditation guidée qu'on a vue sur YouTube ou qu'on a téléchargée sur YouTube et qu'on utilise, non seulement ça nous rend dépendants encore de quelque chose de l'extérieur. Or, quand on est dans la méditation silencieuse pendant 9 jours et qu'on est vraiment centré sur soi, on vit une expérience transformatrice. Hein. On ne peut pas vraiment comparer les deux. Hein. Exact, c'est vrai. C'est vrai. Or, quand on sait rester dans le silence et qu'on se coupe du monde extérieur pendant 9 jours, que l'expérience de connexion avec soi-même, après, plus jamais nous la perdons, en fait. Et on va rester dans un état méditatif tout le temps, quoi. Être dans des méditations guidées sur YouTube nous rend dépendants à certains niveaux parce qu'on va toujours chercher une solution à l'extérieur. Et c'est comme ça, en fait, dans la vie, c'est le même modèle. Hein. Tant qu'on va chercher les solutions à l'extérieur, on sera éternellement insatisfait. Hein. Toutes les solutions par rapport au changement que l'on veut créer dans notre vie se trouvent en nous, se trouvent à l'intérieur de nous. Hein. Et c'est vraiment là que se trouve la réalisation du soi. Hein. Et c'est là où se trouve la belle expérience d'apprendre de manière autonome en nous. Hein. Et là, on devient vraiment l'être humain et le divin qui s'incarne sur Terre. Et on passe dans l'étape du dharma. Hein. On passe vraiment d'une réalisation karmique à une réalisation dharmique. Hein. Le samadhi, le dharma. Hein. Il y a encore un état de réalisation qui est plus élevé, qui est le nirvana, mais à ce moment-là, on n'est plus incarné sur Terre. On est vivant et on agit uniquement sur l'invisible. D'accord. Et quand tu es trop dans la pensée négative, des sentiments dépressifs, est-ce que la retraite peut nous venir en aide? En quoi cette retraite pourrait nous venir en aide? Oui, bien sûr. Quelqu'un qui est dans l'espace de la dépression, l'espace de la négativité. Hein. Quelqu'un de dépressif, c'est qui, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans son mental? Tout simplement, il broie du noir en permanence. Hein. Donc, il a des jugements envers lui-même, ou il a des jugements envers les autres, ou envers le monde en général, ou les situations. Et il juge les autres et les gens de manière négative. Mais c'est tellement récurrent, c'est tellement en permanence cette négativité que en fait c'est la spirale négative en permanence. Hein. Non seulement pour lui-même, pour sa santé personnelle, mais aussi pour les gens qui côtoient, pour l'expérience de sa famille. Voilà, il est impacté à tous les niveaux. Hein. Il ne peut pas vivre des expériences dans sa vie parce qu'il y a tellement de négativité, c'est tellement saturé que c'est très compliqué. Hein. Si bien que soit cette personne-là va prendre des excitants, ou va prendre d'autres substances, ou va prendre des médicaments, mais tout ça, ça fait partie des drogues, ou peut-être il va boire de l'alcool. Hein. Tout ça fait partie du milieu des drogues, où on va compenser par des systèmes d'addiction. Et tant qu'on compense par ces systèmes d'addiction, eh bien, on devient dépendant, en fait, et on ne peut pas observer nos émotions. Hein. Parce que l'addiction, elle est là
en même temps, on l'utilise, mais elle nous empêche d'observer nos émotions. Hein. Donc, on met un couvercle, un gros, gros couvercle par rapport à l'observation de nous-mêmes. Donc, impossible, tant qu'on reste dans ces schémas d'addiction, de pouvoir vraiment observer qui l'on est. Et donc, pendant cette retraite, pendant l'odyssée du ressourcement, on va permettre aux gens, effectivement, de couper avec certains systèmes addictifs. Hein. Et si certaines personnes ont, par exemple, des traitements médicamenteux pendant la retraite, ils peuvent directement me contacter et puis on verra ensemble quelles sont les possibilités. Hein. Mais là, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, quelqu'un qui est dépressif depuis peu ou depuis longtemps de manière chronique, oui, bien sûr, la retraite aura un effet énormément bénéfique et naturel sur son état dépressif. Et ça donne envie, en tout cas. Ouais. Et concernant les enfants, ce sera, je pense, ma dernière question. Est-ce que la retraite est-elle aussi faite pour les enfants? Alors, les enfants, d'une manière générale, adorent la méditation. Alors, pourquoi? Parce que pour eux, c'est en fait, bon, si on ne les amène pas à comprendre certaines techniques ou à s'asseoir et à méditer, jamais ils le feront naturellement. Mais à partir du moment où un enfant est peut-être hyperactif ou hyper introverti, hein, au choix, soit ils sont hyperactifs, soit ils sont hyper introvertis. Entre les deux, il y a plutôt un système d'équilibre. Mais peu importe l'enfant, peu importe son comportement, lorsqu'il commence à méditer, euh, il prend cet engagement d'aller méditer. C'est sûr qu'il ne va pas, comme nous, aller méditer un quart d'heure, une demi-heure, une heure de temps. Mais ne serait-ce que 2 minutes, pour lui, c'est suffisant, parce qu'il est déjà connecté à l'âme. Donc pour lui, c'est très rapide en fait. Nous sommes énormément embrumés dans notre mental, et ceci parfois depuis des décennies. Hein. Donc lorsque l'enfant, lui, se connecte à l'état méditatif, directement, il est connecté au divin. Il n'a pas besoin d'autant de temps que nous pour se connecter au divin à ce moment-là. D'accord. Donc, un enfant médite sans méditer, en fait, sans en avoir vraiment conscience. Il faut quand même l'amener à une technique de méditation. Mais en tout cas, la méditation chez lui l'amène énormément dans l'espace de créativité. Même si vous prenez un enfant lambda qui, avant la méditation, va faire certains types de dessins, et après une semaine ou 2 semaines de méditation, 2 minutes par jour, ça lui suffit. La qualité de ses dessins, l'expression de ses dessins, les détails dans les dessins va complètement changer en fait. Hein. Donc il devient aussi plus créatif. Hein. Mais bien sûr, comme j'organise une retraite pour les adultes, ce ne seront pas les mêmes techniques pour les enfants. Donc effectivement, les enfants, du moins pour cette retraite, c'est mieux qu'ils restent à la maison. D'accord. Donc, voilà, c'est tout, je pense. On se retrouve à la retraite du 1er au 9 avril dans la région de l'Occitanie, tout proche du Cahors. Voilà. Et actuellement, pour les personnes qui sont intéressées, je vais épingler ici dans les commentaires le paiement de la retraite pour ceux qui veulent s'inscrire. Actuellement, pendant 48 heures, oui, 48 heures, je le laisse 48 heures, et il y a moins 20% sur cette retraite. Hein. Donc, je vous mets le lien de paiement. Pour y participer, vous avez une participation où vous versez un acompte au début. Donc, c'est 590 euros d'acompte. Et 2 semaines avant la retraite, donc aux alentours du 20 mars, vous devrez payer les 700 euros de complément. Donc, c'est 1290 euros pour les 9 jours de retraite. L'alimentation et le lieu est juste magnifique. Il s'appelle le Relais des Anges, et dans cette région qui est vraiment magnifique. C'est en pension complète. Vous pouvez choisir entre des menus végétariens ou végétaliens. Ce sont des producteurs locaux aussi, avec des produits locaux. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ça fait 143 euros par jour, l'enseignement compris.
c'est tout à fait abordable. Et Ouais. actuellement, pendant 48 heures, vous avez 20%. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser le lien pour le paiement. Et si vous D'accord. avez des questions, vous pouvez revenir directement vers moi sur ma page. D'accord. Ok. Donc, sur Bon, Romain bah, Salomon Cacao, ou alors c'est sur YouTube, Romain Salomon, thérapeute énergéticien. d'accord. La Bon, vidéo, bah, c'était un plaisir. Oui. la vidéo sera en replay sur YouTube aussi. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Romain. C'était un plaisir de parler avec toi. Merci, Et à bientôt. à bientôt et bonne soirée. Namasté. Namaste, au revoir.